Bonjour Madame Najat Vallaud-Belkacem, je m'appelle Iman Dolonou, je suis étudiante en droit et je vais voter pour la première fois en avril 22 au présidentiel. J'ai déjà une idée de pour qui je vais voter, mais il y a énormément de candidats et c'est assez compliqué de se focaliser sur un seul programme. Je voulais savoir, vous, au moment où vous alliez voter pour la première fois, quelles étaient vos aspirations? Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. C'est une très bonne question parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est jamais si simple. Moi, en l'occurrence, les premières fois où je me suis retrouvée à voter, c'était contre l'extrême droite. Donc, vous voyez, c'est pas si exemplaire que cela, parce qu'il faudrait plutôt voter pour. Mais c'est pas grave qu'on vote contre ou qu'on vote pour parce qu'on est suffisamment informé et qu'on sait quoi choisir. Il faut aller voter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans le futur de Najat Vallaud-Belkacem. Un président ou une présidente? Pour quelle France demain et pour quelle France après-demain? C'est aujourd'hui que nous choisissons la meilleure façon de faire de la politique aujourd'hui, dites-vous. Ce serait de la partager très largement. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va regarder loin, devant et librement. Nous verrons comment vous pensez une France plus juste, une France plus solidaire avec les pays en développement, une ville plus heureuse, une université plus adaptée au monde de demain, une entreprise plus engagée aussi, une société ouverte à tous les genres. À mes côtés pour en discuter, Adélaïde Zulfikar-Passik, directrice de BVA Opinion. Bonjour Adélaïde. Bonjour à tous, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Et nous partagerons sur ces différents sujets des données exclusives de sondage avec vous pour voir quel regard les Français portent sur ces thématiques, quelles sont leurs aspirations pour le futur. Et surtout, nous serons très heureux de vous entendre réagir à ces résultats de sondage. Et puis bonjour Christian, avec toi on prend du recul. On essaye. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Vous avez pris vos distances par rapport à la chose politique. Vous êtes aujourd'hui la directrice France de One, cette ONG cofondée par le chanteur Bono, avec pour mission de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Mais on ne quitte jamais vraiment la politique, n'est-ce pas? Dans ma boule de cristal, je vois une ancienne porte-parole, ministre dans tous les gouvernements de François Hollande. Je vois cette ancienne étoile montante du PS revenir dans le jeu politique vers 2027. Bon, on verra dans 5 ans. En attendant, vous qui avez été au cœur de la campagne de Ségolène Royal, puis de François Hollande en 2012, quel regard portez-vous sur la campagne actuelle? Le débat est-il à la hauteur des enjeux du futur? Ça va être un lieu commun, malheureusement, ma réponse, parce qu'on est tous d'accord, c'est terrible. La teneur de la campagne actuelle est absolument pas à la hauteur du moment, des exigences, des défis qui nous attendent. Et il faut espérer que les gens se ressaisissent, mais en même temps, il faut aller plus loin. Il faut se demander ce qui fait qu'on a un débat de si faible qualité pour le moment. Et honnêtement, je commencerai par dire que les lieux pour que cette conversation, ce débat public se fasse, sont pas si nombreux non plus. Je voyais par exemple qu'on reçoit régulièrement à la télévision tel ou tel candidat. Pour l'interroger, un journaliste face à un candidat, je pense que le temps est venu d'organiser de véritables débats, y compris entre les candidats, de ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de citoyens qui me disent qu'ils attendent les 10 derniers jours, grosso modo, avant le premier tour, pour faire leur choix. Mais vraiment, l'enjeu est beaucoup trop important. Donc, plus de débats non seulement entre candidats, mais aussi avec la société civile. Et on ne manque pas d'associations, de chercheurs, de penseurs qui seraient bien placés pour interroger ces candidats. Eh bien, nous, on se tourne vers le futur et on en parle de ces enjeux. Quelle France doit-on espérer construire dès maintenant? Première partie de ce programme, c'est #MonPays. Au sortir du premier confinement, vous avez publié avec la philosophe Sandra Logier un ouvrage qui s'intitule « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». Vous pointez dans cet ouvrage le rôle central qu'ont joué les femmes pendant la crise sanitaire, qu'elles soient soignantes ou caissières, et vous montrez aussi le peu de place, paradoxalement, qu'elles occupent dans la décision, notamment la décision politique. Vous décrivez ainsi une échelle de valeurs inversée, ce qui nous a inspiré une question de sondage. Nous avons demandé aux Français s'ils pensaient
que dans l'échelle des rémunérations, il faudrait prendre davantage en compte l'utilité sociale du métier, même quand il est faiblement qualifié. Et la réponse est un grand oui. 9 Français sur 10 pensent qu'il faudrait le faire. Et 44%, vous avez les chiffres ici, estiment même que ça devrait être le critère prioritaire de la rémunération. Alors, au-delà du constat partagé de l'intention qui est louable, est-ce qu'on peut le faire concrètement? Et comment est-ce qu'on fait dans une économie mondialisée? Bien sûr qu'on peut le faire, et le fait que l'économie soit mondialisée ne change rien à l'affaire, dans le sens où ça me fait penser au commerce de proximité dont vous aurez toujours besoin finalement, même dans une économie mondialisée. Les coiffeurs, les épiceries, tous ces services qui continuent finalement à avoir un fonctionnement propre, qui n'est pas directement impacté par cette économie mondialisée où on va mettre en concurrence des individus interchangeables à l'échelle de la concurrence globale. Mais sur des métiers comme ceux dont on parle, précisément, ce sont des métiers de proximité. Et je pense que ce qui est apparu vraiment à l'échelle du confinement du Covid-19, c'est cette survalorisation, cette valeur incroyable qu'on accorde à la proximité. On a besoin des soignants, évidemment, pour ce qui est de la vie biologique, on a besoin des caissières pour ce qui est de la vie sociale, on a besoin des élus locaux pour ce qui est de notre capacité à répondre à l'intérêt général. Et là où on voyait une défiance incroyable s'être creusée entre les citoyens et les institutions, en revanche, tout ce qui relevait de la proximité inspirait confiance. Donc je pense que on n'a pas à se laisser arrêter par cette mondialisation qui serait un frein à la façon dont on régit notre vivre ensemble. Je parlais peut-être de l'économie qui aujourd'hui donne la prime à la rentabilité, à l'argent. Et donc du coup, comment est-ce qu'on monétise en quelque sorte la valeur sociale d'un métier pour mieux le rémunérer ? D'abord, vous savez, très souvent, les organisations syndicales et patronales sont amenées à se rencontrer pour justement revoir la façon dont on catégorise les différentes échelles de salaire des différents métiers. Donc, d'abord, il y a ces rendez-vous-là. Il y a ce que les pouvoirs publics peuvent imposer par eux-mêmes. Et les pouvoirs publics, par exemple, ont la main pour tout ce qui relève des fonctionnaires. Donc, parmi les métiers de première nécessité qu'on a applaudis, il y en avait beaucoup de fait, dans les hôpitaux, par exemple, qui relevaient du fonctionnariat. Donc l'État se doit de donner l'exemple, se doit aussi d'avoir une impulsion auprès des partenaires sociaux pour que une meilleure valorisation soit menée par ces derniers. Et puis surtout, au-delà de ces réformes et de ces mesures concrètes à prendre, c'est une bataille culturelle qu'il s'agit de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, il faut revaloriser, pas seulement monétairement, mais aussi dans la façon dont on en parle, dans la culture, dans la façon dont on en parle aux enfants et aux élèves, par exemple, au moment où ils font leur choix d'orientation. Tous ces métiers qu'on a laissé se dévaloriser alors qu'ils sont le nerf de la guerre d'une certaine façon. Et justement, si on cesse de réfléchir en ces termes, emploi peu qualifié égale petite rémunération, emploi hautement qualifié égale forte rémunération, ça supposerait une révision mais totale, presque une révolution copernicienne de notre modèle économique. La création de richesses ne serait plus l'alpha et l'oméga dans le monde que vous imaginez. Est-ce que ça n'a pas un côté un peu utopique ? Ah non, moi je n'y vois au contraire que des avantages, et notamment pour une raison, c'est que, vous savez, j'ai été ministre de l'Éducation, vous l'avez rappelé, et l'une des raisons pour lesquelles on a tellement de mal à réformer notre système éducatif en France dans le sens de plus de justice, j'ai pas besoin de préciser ici que notre système éducatif est un bon système, mais qui pêche par des inégalités de destin scolaire gravées dans le marbre dès l'âge de 3 ans, en fonction que vous soyez né dans une famille défavorisée ou plus aisée. Donc, en fait, si on veut résoudre ce problème-là, à quoi à chaque fois on se confronte ? Eh bien, au fait que dans l'esprit collectif, il y a cette conviction que ces enfants ne peuvent réussir qu'au détriment des autres. Et pourquoi il y a cette conviction que ces enfants ne peuvent réussir qu'au détriment des autres, qui pousse donc à, au contraire, défendre une école plus élitaire, où on tient son enfant éloigné de la masse, etc. Pourquoi il y a cette conviction-là ? Parce que dans notre société, notre économie, le diplôme
a une place absolument énorme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies en arrière, vous le savez, et une place absolument énorme. Les parents sont bien obligés de constater que c'est le laisser-passer vers le marché du travail, le diplôme, et donc comme ils sont convaincus que des diplômes, il ne peut pas y en avoir pour tout le monde, finalement, il y a ces tactiques, ces stratégies qui consistent à préférer une école inégalitaire, mais de laquelle on extrait son enfant pour que lui au moins réussisse. Donc en gros, si on arrive à se mettre dans une société dans laquelle en effet la richesse est calculée différemment, ça ne peut pas être le seul PIB, l'indicateur de notre richesse collective, une société dans laquelle on dit, mais vous savez, il y a des métiers qui ont de la valeur, même si leur qualification est moindre qu'eux, on en arrive enfin à ce stade où c'est pas le diplôme qui est l'alpha et l'oméga de votre réussite dans la vie. Et d'une certaine façon, on se rapproche d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, on peut beaucoup plus facilement réussir, même sans avoir eu le bon diplôme à l'entrée de sa vie active. Bon, donc ça, je trouve que ça nous conduirait vers une société où non seulement on rend plus justice aux métiers de première nécessité, mais en plus une société de mobilité sociale. Et donc, les héritiers dont vous parlez, parce que la reproduction sociale, effectivement, ça c'était Pierre Bourdieu qui parlait des héritiers, mais j'aimerais qu'on aborde un autre aspect, c'est l'aspect héritage tout court, puisque la question des impôts sur les successions s'est invitée dans la campagne, au-delà des chiffres, à quel niveau taxer les héritages, etc. Quelle est votre position philosophique, si j'ose dire, sur la question ? Mobilité sociale, par définition, c'est ce qui s'oppose à une société de l'héritage. Non pas qu'on soit opposé par principe à l'héritage. Je veux dire, vous et moi, si on le peut, on laissera quelque chose à nos enfants. C'est une évidence, parce que c'est aussi une forme d'amour, c'est ça. Une dimension de l'amour, plutôt. Mais le vrai sujet, c'est lorsque cet héritage est tellement considérable qu'on a l'impression que finalement il reproduit dans le temps des richesses qui n'ont pas été gagnées par un quelconque effort, qu'on se rend compte que les principaux milliardaires de notre pays sont d'abord milliardaires par héritage avant d'avoir créé quoi que ce soit. On se dit la moindre des choses, c'est en effet pour ces héritages les plus importants d'avoir un taux d'imposition qui soit juste et qui permette à ces fonds-là de venir contribuer à des services publics pour l'ensemble de la société française. Bref, à la justice sociale, ça me paraît assez normal. Continuons à parler de justice et de solidarité avec les pays, les autres pays, les pays étrangers. Najat Vallaud-Belkacem, l'objectif de One, c'est de faire pression sur les gouvernements des pays riches pour tenir leurs engagements en matière d'aide publique au développement. Alors, on va s'arrêter un instant en chiffres sur l'aide publique au développement. En 2020, quelques données. Regardez, la dernière loi nous dit que la France, avec 12,5 milliards d'euros d'aide en 2020, conserve son 5e rang parmi les bailleurs d'aide internationale. Classement très différent si l'on raisonne non plus en termes de valeur absolue de cette générosité, mais en part relative de la richesse nationale de chaque pays. Et là, c'est la Suède qui devient le pays le plus généreux avec 1,14% de son PIB consacré à l'aide publique au développement. On est très loin derrière, 0,53%. Objectif 0,7% en 2025. C'est un pari sur le futur, évidemment, mais est-ce qu'il faudrait pas commencer par changer de vocabulaire? Est-ce qu'on pourrait pas remplacer les mots aide, développement, par les mots coopération, partenariat? Si, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous revient le plus souvent, en effet, de la part pour le coup, des acteurs africains en particulier, puisque, vous savez, quand on s'intéresse à l'extrême pauvreté dans le monde, évidemment qu'elle est répartie dans beaucoup de régions du monde, mais c'est essentiellement en Afrique subsaharienne qu'elle perdure depuis des décennies et des décennies et que, au fond, se concentre notre action et notre plaidoyer. Donc, j'en reviens à ce que nous disent nos interlocuteurs africains. Pour le coup, c'est qu'ils en ont assez d'entendre parler d'aide et qu'ils aimeraient que le continent africain, surtout le continent africain avec la France, mais de manière générale avec l'Europe, je dis avec la France parce qu'il y a une relation particulièrement étroite, évidemment, mais de manière générale avec l'Europe, et une relation d'égal à égal, où on se parle en effet en partenaire et dans la coopération plutôt que dans l'aide. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous me le permettez, derrière, il faut aussi avoir conscience que ce dont a besoin notamment l'Afrique subsaharienne, c'est néanmoins d'aide, c'est-à-dire qu'elle a affaire dans les différents pays en question
à des États qui sont des États sans argent, qui sont des États sans moyens, sans capacité à lever évidemment la fiscalité, etc., qui permettraient de créer des services publics, de venir en aide à la population, d'éduquer la population, de la soigner. Donc il s'agit bien pour nous, malgré tout, de nous poser la question d'une solidarité internationale. Et c'est pour ça qu'on plaide pour atteindre le 0,7 point de PIB que la France va enfin atteindre en la matière. Mais comment aider à la veille de cette élection présidentielle, vous lancez précisément sur votre site officiel une grande consultation. Comment l'État, les entreprises, les associations peuvent-ils mettre fin à l'extrême pauvreté? Je vous pose la question à vous. Oui, on a voulu en effet embarquer davantage les citoyens français dans cette réflexion parce que nous, on ne se fait pas à l'idée selon laquelle l'extrême pauvreté, c'est très très loin, donc ça n'intéresse pas nos compatriotes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'en fais absolument le constat tous les jours. D'abord, il s'agit de se demander dans quel monde on vit. C'est bien de notre monde qu'il s'agit, c'est pas le monde de quelqu'un d'autre, c'est notre monde collectivement. Donc, est-ce que ce monde, on le veut vivable ou est-ce qu'on l'accepte étouffant? Et étouffant, il l'est aussi bien par l'augmentation des températures, changement climatique, que par l'augmentation et l'explosion des inégalités, de l'extrême pauvreté et du nombre de gens qui voient le jour dans des situations tellement dénuées de tout que, en gros, ils ne peuvent nourrir à l'égard de ceux qui ont plus de chance que de la frustration, de la rancœur et de la haine. Donc c'est aussi une bombe à retardement. Vous voyez, c'est un Vous petit avez peu des ça. retours justement sur cette réflexion que vous avez lancée? Eh bien, du coup, on a été extrêmement agréablement surpris par le nombre. C'est quelque chose comme 25 000 personnes qui ont participé à cette consultation et qui ont toutes, livré leurs réflexions sur le sujet, parce que c'était une consultation un peu qualitative dans laquelle on prenait le temps justement de réfléchir avec ces citoyens aux solutions qui leur paraissaient intéressantes. Et pour le coup, une des choses qui est apparue, c'est que pour les citoyens, il y a la part des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics doivent faire pour cette solidarité internationale, surtout dans un moment où l'extrême pauvreté, je le disais, explose. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis les années 90 et on renoue avec maintenant, avec le Covid-19. Vous avez 20% en plus de population mondiale qui est tombée dans l'extrême pauvreté. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé une campagne récemment à l'attention des candidats à la présidentielle pour leur demander ce qu'ils comptent faire sur le sujet. Qui n'en parlent pas. Qui n'en parlent pas beaucoup. Et donc, vous voyez, les images, notre campagne est d'ailleurs assez ludique, puisque finalement, elle s'inspire des codes de la pop, de la musique des années 90, de la mode des années 90, qui sont vraiment en train de revenir en force. C'est un revival qu'on vit. Mais enfin, on vit aussi le retour des chiffres de l'extrême pauvreté des années 90. Et donc, il faut absolument que nos candidats en parlent et surtout que notre futur président s'y attaque. Mais donc, je disais, pour revenir aux citoyens cette fois-ci, l'une des choses qui leur apparaît visiblement, c'est que les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, mais aussi les entreprises. Et ils nous ont beaucoup parlé, par exemple, de la nécessité de lutter contre les flux financiers illicites, de faire en sorte que les multinationales qui vont en Afrique, les industries extractives, par exemple, fassent toute la transparence sur l'argent qu'elles perçoivent là-bas, sur les impôts qu'elles doivent payer, sur le fait qu'elles les payent véritablement. Bref, lutter contre la corruption, lutter contre l'argent qui s'enfuit et qui ne sert du coup pas au service public sur place, c'est aussi une nécessité. La Chine, entre autres, investit massivement sur le continent africain. Quid de la France? Ne regarde-t-elle pas le train passer? Car l'Afrique du futur, ce n'est pas que des ressources minières, c'est aussi une population jeune, énergique, une révolution numérique qui ouvre de nouveaux horizons. Est-ce que on ne l'oublie pas un peu trop et on n'a pas tendance à voir un petit peu l'Afrique toujours comme quelque chose de problématique, alors qu'il y a une source d'énergie qu'on devrait essayer de capter dans un intérêt bien compris, bien évidemment? Oui, moi je pense qu'il faut toujours marcher sur ses deux jambes et faire les deux, parce que d'abord moi je constate que la Chine, qui en effet a beaucoup investi par le passé, en cette période de crise Covid, elle se désengage plutôt qu'autre chose. Donc c'est quand même intéressant de se dire que pour le coup, la solidarité, ou en tout cas l'esprit de responsabilité face aux besoins qu'ont ces pays de capitaux, n'est pas forcément là. De la même façon, quand on a mené une grande campagne, vous vous en souvenez peut-être, il y a un an de ça, pour que les créanciers des pays les plus pauvres acceptent d'alléger la dette des pays en question,
le temps que ces derniers utilisent cet argent pour soigner leur population et relancer leur économie. Eh bien, un pays comme le nôtre a été au rendez-vous. Pour le coup, dans les discussions du G20, on n'a pas toujours eu la même attention du côté de la Chine ou du côté des créanciers privés. Donc, il faut vraiment raison garder sur ces questions-là. Donc, on n'est pas non plus dans une si mauvaise posture, mais ce qui est vrai, c'est que dans notre récit, dans notre façon de parler de l'Afrique, il faudrait que plus souvent, on mette en valeur, en effet, le fait que, par exemple, je pense à tout ce qui est nouvelles technologies, il y a énormément de choses qui se développent en Afrique, parce que, oui, le numérique, le digital, il y a un moment donné où c'est quasi la seule solution pour les questions d'éducation, pour les questions même de santé, pour les questions... Sans avoir besoin, en plus, de la phase industrielle, c'est ça qui est intéressant. De téléphonie, par exemple. Donc, c'est quand même... C'est vrai qu'on devrait en parler davantage et que ça changerait peut-être la vision que les gens ont de ce continent. Comme une opportunité pour l'avenir. Mais puisqu'on parle d'avenir et qu'on aime bien se projeter dans l'avenir ici, l'élément démographique, il est très important. Si l'on pense à l'Afrique subsaharienne, en 2050, on aura tout simplement un doublement de la population par rapport à aujourd'hui, 2,3 milliards d'habitants, nous dit l'ONU, alors que dans le même temps, la population européenne, elle stagne. Autrement dit, la pression démographique ne va pas décélérer, bien au contraire. Adélaïde, tu as des éléments là-dessus. Oui, alors surtout parce que la question de l'immigration s'est invitée dans la campagne. C'est certes pas le sujet de préoccupation prioritaire des Français, ça on le voit bien dans nos enquêtes, mais néanmoins, on le mesure dans nos enquêtes préélectorales, on est à peu près à 1 électeur sur 2, 46%, qui nous dit aujourd'hui que la question de l'immigration est un sujet qui va compter beaucoup dans son choix de vote. Donc 1 électeur sur 2, c'est quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être apporter des réponses. Est-ce que vous pensez que l'aide publique au développement peut permettre de ou à minima de réguler ces flux migratoires qui suscitent chez certains de nos compatriotes une certaine inquiétude? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. On le quitte parce qu'on voit ses enfants mourir de faim, ou on le quitte parce qu'on est victime de guerre ou de violences absolument insupportables. Donc, par définition, on revient à la notion d'interdépendance que je développais tout à l'heure. On ne peut pas être indifférent ici à ce qui se passe là-bas, parce que ce qui se passe là-bas, de toute façon, si on le laisse se détériorer à ce point-là, la famine, la guerre, pour aller vite, les atteintes aux droits humains, a des répercussions directes sur nous, sous forme notamment de files de réfugiés. Donc c'est vrai que l'une des solutions, si on veut anticiper un petit peu ces situations-là, c'est évidemment d'aider ces pays à avoir une protection de leur population, pas simplement monétaire, d'ailleurs pas simplement sociale, mais aussi en termes de droits humains. Les droits les plus élémentaires. Bien sûr, les droits les plus élémentaires. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on attend d'un président, pour le coup, dans un pays comme le nôtre, c'est aussi qu'il porte ces valeurs universelles de la France que sont le respect des droits, de la dignité, lorsqu'il est en discussion avec des chefs d'État qui, par ailleurs, sont des tyrans. Donc voilà, donc c'est à la fois sur la question de s'alimenter, s'éduquer, se soigner, mais c'est aussi sur la question d'une dignité, d'une capacité à se projeter dans l'avenir pour ces populations. Et c'est clair que ce sera l'une des réponses au fil de réfugiés qui, parfois, mettent la pression sur un certain nombre de sociétés. Même si je voudrais quand même dire une chose à ce sujet, c'est que je ne suis en revanche jamais favorable à conditionner l'aide publique au développement à l'arrêt de toute immigration, etc., comme c'est parfois le cas dans certains discours plutôt à droite, voire à l'extrême droite, que je ne partage pas. Parce que je pense que l'aide au développement, elle est faite pour vraiment aider non pas un État, non pas un gouvernement. Je veux dire, quand on va aider la Zambie ou l'Ouganda, le sujet, c'est pas le gouvernement ougandais ou zambien, c'est vraiment la population la plus pauvre au sein de ce pays, qui n'est pas aidée précisément par son gouvernement. Donc si on lui dit « Ah ben non, on va cesser de t'aider parce que ton gouvernement n'a pas pris les mesures utiles pour mettre fin à l'immigration », en quoi on l'aide? C'est une double peine. Najat Vallaud-Belkacem, changeons de sujet si vous le voulez bien. Parlons de la ville du futur que nous voulons. Vous avez été élu local à Lyon, vous avez eu un temps la responsabilité de la ville quand vous étiez ministre. Vous savez donc que les grandes décisions d'urbanisme engagent sur le long terme, pour le meilleur et parfois pour le pire. Le pire, ça a parfois été ces immenses cités de banlieue, anonymes et sans âme. Et pourtant, dans les années 60, tout le monde s'en réjouissait au moment des premiers coups de pioche. Et par exemple, à Lyon,
que vous connaissez bien, en 1960, quand était inaugurée la première cité HLM de la ville. 384 logements ont été terminés 11 mois après la pose de la première pierre. Au cours de la visite qui précéda la cérémonie, le maire put constater que tous les éléments de confort avaient été réunis dans ces appartements. Les lignes modernes et simples, si agréables à la vue, ont transformé l'aspect de Lyon. Tous souhaitent que derrière ces façades, les Lyonnais vivent heureux et en paix. C'était la cité Mermoz. Najat Vallaud-Belkacem, une réaction? C'est émouvant. Hein. Ce sont les images d'archives sont généralement touchantes. Mais oui, d'abord, je trouve qu'on parlait des sujets à cette époque-là d'une autre façon. Oui. Tous les édiles souhaitent que les habitants vivent heureux derrière ces murs. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'entendrait plus aujourd'hui. Et puis oui, vous avez raison. Fut un temps où finalement un HLM, ça correspondait à une certaine idée du progrès social. Et si on voulait vous montrer cette archive, c'est justement pour se dire qu'on ne compte plus les plans villes, les plans banlieues, à l'aune des erreurs du passé. Comment repenser la ville? Bien sûr, il y aura toujours des quartiers riches, des quartiers pauvres, mais comment faire pour qu'il n'y ait plus ces gouffres presque infranchissables au sein de villes même, des gouffres sociaux? Vaste programme, comme dirait le général. Non, mais en fait, plus le temps passe, et c'est intéressant d'ailleurs parce que... Je suis désolée parce que je procède beaucoup par incise. J'espère que je ne suis pas trop longue. Mais d'une certaine façon, la crise du Covid-19 et les confinements qu'on a connus, le fait qu'on se soit retrouvés finalement sans interaction sociale auquel on était habitué, m'a totalement confortée dans l'importance que j'accordais déjà avant à la notion de mixité sociale. Je lui accorde encore plus de valeur maintenant à cette notion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vraiment, le secret, la clé de tout, c'est le mélange des gens. Et que le problème, à contrario, c'est évidemment tout ce qui crée un système de ghetto, de ségrégation, où les gens ne se rencontrent pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement... Le fait de partir dans la vie, de commencer dans la vie dénué, en bas de l'échelle sociale... Ça peut ne pas être un problème si autour de vous, vous avez des modèles, des images, des copains dont les parents font quand même des choses différentes des vôtres, sont médecins, sont avocats, etc. Et que ça vous donne comme perspective la possibilité de l'être à votre tour. Ça devient en revanche un problème si vous n'êtes entouré que de gens qui vous ressemblent et que jamais vous n'avez ces exemples sous les yeux. Donc jamais vous n'êtes incité finalement à sortir de votre condition et à aller plus loin. Et ça, on pourrait, mais vraiment le reproduire absolument sur tout. Et pourquoi je faisais le lien avec le Covid et le confinement, c'est que vous avez tous remarqué que quand on s'est retrouvés comme ça, juste chez nous, là, à nous replier sur notre famille, au sens la plus strict du terme, eh bien, il y a une certaine créativité, une certaine émulation qui a disparu. On voyait les gens à travers un écran, mais bon, ces choses que vous ne pouvez pas prévoir et qui sont un peu la magie de la vie, en fait, ça s'appelle les rencontres avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et je n'arrête pas de me dire qu'il s'agisse des gamins ou qu'il s'agisse de leur famille, lorsqu'ils vivent dans des endroits super ghettoisés, c'est le cas des HLM, pour revenir à votre question, c'est affreux parce qu'en fait, ils passent à côté de toute cette magie et ces perspectives. Précisément sur cette question de la mixité sociale et de l'articulation avec les HLM, aujourd'hui, les Français nous disent dans les enquêtes, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont plutôt une bonne image du logement social et ils sont persuadés que la construction raisonnée de logements sociaux est un levier incontournable pour favoriser cette mixité sociale, mais c'est pas si simple que ça. Et je vous entendais parler là un instant justement de quand vous étiez, quand chacun était replié chez soi. Moi, on m'a rapporté un projet d'urbanisme, il me semble que c'est sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, qui prévoit de faire de la mixité sur le même palier, avec des appartements qui seraient sur un même palier, qui seraient mis en accessibilité à la propriété plutôt haut de gamme, et d'autres appartements qui seraient proposés comme des logements sociaux. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner et que c'est ça la ville du futur ? Oui, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas les seuls à s'être lancés là-dedans, mais je pense que, en fait, oui, c'est ça. Vous avez raison. L'innovation, c'est dans ces termes-là qu'elle doit être pensée. En fait, on a eu trop tendance, à chaque fois qu'on a parlé de politique de la ville, à se poser d'abord la question du bâti. Et beaucoup d'acteurs d'ailleurs ont dit mais attention, il n'y a pas que la question du bâti, il y a aussi la question de l'humain. Alors dans un deuxième temps, on s'est posé la question de l'humain dans le sens oui, vous avez raison, on va créer une MJC pour qu'il y ait un peu de culture, on va créer... Mais en fait, la troisième question à se poser, si on veut procéder dans l'ordre chronologique, c'est vraiment la question du mélange. Donc en fait, les deux autres,
découvrons de cette question du mélange. C'est-à-dire que si vous voulez du mélange, il faut penser le bâti, en effet, pour que ce soit des petits îlots et pas des trucs immenses, pour que ça reste quand même, j'allais dire, attractif, si vous voulez attirer tout type de ménage. Si vous voulez le mélange, il faut penser aussi vos accompagnements humains. Il y a des lieux de culture peut-être plus divers que simplement des MJC à créer dans ce type de quartier. Enfin voilà. Donc je pense que en fait tout ça c'est une construction, mais qu'il faut absolument innover aujourd'hui. Vous parliez de liens et de rencontres. Moi, ça me fait penser au centre-ville. On entend la tristesse, notamment avec le Covid et après le Covid, de ceux pour qui le cœur de leur ville ne bat plus. Y aura-t-il encore un centre-ville en 2040, 2050 ? Comment on peut imaginer un centre-ville heureux ? D'abord, c'est intéressant parce que, je veux dire, quand on se balade un petit peu dans le monde, on prend vite conscience que la notion de centre-ville, elle est pas si fréquente en réalité. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça n'existe pas vraiment. Et je suis d'accord avec vous. Pour moi, je considère que c'est une chance, que ça fait partie de nos traditions, de notre culture et de la beauté de nos villes. Mais le vrai sujet, c'est que si les centres-villes se sont vidés aussi, c'est parce qu'ils sont devenus très très chers. Donc, en fait, la vraie question, c'est celle de la limitation des loyers, notamment dans ces centres-villes. Et là, pour le coup, je renvoie à une mesure qui avait été adoptée sous le quinquennat auquel j'ai participé. Donc, à l'époque, la ministre du Logement, c'était Cécile Duflot, d'ailleurs, qui s'appelait l'encadrement des loyers, et qui a été très contestée, sur laquelle on est revenu. Enfin, ça, je veux dire, il faudrait faire l'histoire des politiques publiques à travers, vous savez, le travail de Pénélope qui consistait à faire et à défaire. Je veux dire, c'est terrifiant. À chaque fois, on perd du temps. C'est évident qu'il faut aller vers l'encadrement des loyers. Et d'ailleurs, du coup, ça a un lien avec la question que vous évoquiez tout à l'heure en parlant d'héritage, puisque finalement, le vrai sujet dans notre société, c'est est-ce que tout argent, j'allais dire, se vaut, quelle que soit la façon dont on l'acquiert. Est-ce que l'argent qu'on acquiert à la sueur de son front, en travaillant, etc., a la même valeur, doit avoir la même valeur que l'argent qu'on acquiert juste en ayant placé dans des placements immobiliers qui font que les loyers ne cessent d'augmenter, qui mettent dans la difficulté d'autres gens? Moi, j'aurais tendance à taxer tout ça beaucoup plus. Donc, pour répondre à votre question, il y a des solutions à la désertification des centres-villes, c'est une évidence. Quelle éducation pour nos enfants et nos étudiants demain? Pour quel travail? Pour quelle place dans l'économie? C'est #MonAvenir. Bonjour Madame Najat Vallaud-Belkacem, je suis Sophie Guichard, je suis professeure agrégée dans un lycée lyonnais. Je suis également la créatrice du site mathenvideo.fr qui présente 1600 vidéos de mathématiques. J'ai également introduit le numérique il y a plus de 10 ans dans mes cours pour répondre à un problème de gestion d'hétérogénéité. Ceci m'a pris énormément de temps de création. Voici ma question. Comment permettre aux profs de développer leurs pratiques pédagogiques en y incluant ces nouvelles technologies afin de leur permettre d'accompagner au mieux les élèves d'aujourd'hui dans cette société en pleine évolution? Je suis très contente de faire votre connaissance, Sophie. Et puis, je suis très contente de vous avoir entendu et expliquer tout ce que vous faites. Ça a l'air super. Je vais aller voir d'ailleurs votre site. D'autant que j'ai des enfants qui parfois sont un peu fâchés avec les maths. Donc voilà, je vais aller voir ça tout de suite. Moi, je suis... Vous savez, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'ai fait adopter un plan d'un montant d'1 milliard d'euros à l'époque pour justement mettre du numérique à l'école dans le sens à la fois fournir des équipements aux élèves, former les enseignants à utiliser le numérique pour notamment ce que disait Sophie Guichard à l'instant, c'est-à-dire gérer l'hétérogénéité de ces classes et faire en sorte que chaque élève réussisse alors qu'ils ne sont pas tous au même niveau, c'est ça que ça veut dire. Mais aussi pour créer sur ces outils numériques nouveaux qu'on avait, finalement des outils qui permettaient de répondre à des problèmes auxquels on n'avait pas de réponse. Je vous en donne un exemple. Les enfants qui souffrent d'un certain nombre de dys, la dyslexie, la dyspraxie, etc., les outils numériques, en fait, permettaient de leur fournir finalement des solutions qui les amenaient au même niveau que le reste de leurs camarades. Donc, en fait, le numérique au collège, notamment, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on a essayé d'introduire, mais qui ne fait pas l'unanimité. J'en viens tout de suite au fait que tout de suite ça a fait polémique, évidemment, parce que vous avez... Mais aujourd'hui, nos enfants vont plus vite que les profs et les ministres. Eux, ils vont écouter des tutos sur YouTube et ils préfèrent leurs profs sur YouTube, parfois, leurs profs de maths, justement, que leurs réels profs de maths. Donc, est-ce qu'il n'y a pas urgence à carrément imaginer un financement massif, public, de ces nouvelles méthodes numériques ?
Ah ben alors là, vous prêchez une convaincue. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, je suis d'accord avec vous. Mais y compris juste... hors de l'école, c'est ça. Mais bien sûr, mais juste, je voudrais vous dire une chose quand même, que tout le monde ait bien conscience des blocages auxquels on fait face. C'est que, en fait, quand j'ai fait adopter ce plan, j'ai quand même eu beaucoup de résistance sur le mode, mais vous n'y pensez pas. Nos enfants sont déjà très souvent, trop souvent devant des écrans. Ne mettez surtout pas d'écran à l'école. L'école doit rester en mode avion, etc. Et en fait, je pense que c'est une erreur d'analyse. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais moi aussi, j'en ai assez que mes enfants passent du temps devant les écrans, on est bien d'accord. Mais justement, je pense que la meilleure façon de contrer cela, c'est de faire en sorte qu'on apprenne à utiliser le numérique à l'école. Et puis ensuite, honnêtement, si ça peut déboucher sur le fait que quand ils regardent les écrans, y compris à la maison, ce soit pour regarder des vidéos YouTube de professeurs de mathématiques, je vais vous dire, moi je préfère ça plutôt que voilà, d'autres usages. Donc oui, absolument. Je pense que les pouvoirs publics, franchement, ça c'est une demande à faire aux candidats à la présidentielle. Bon, je peux pas le faire sur tous les sujets, mais je vous suggère de le faire. Je pense que les pouvoirs publics devraient, à partir donc de l'élection qui vient, se lancer dans un grand plan d'investissement numérique sur les questions du savoir de manière générale, pour développer en effet tout l'accompagnement éducatif de nos enfants, mais aussi une forme de formation continue pour tous ces adultes qui, post-Covid-19, ont décidé de se reconvertir. Et il y a énormément de choses à faire. En tout cas, les Français, eux, ils ont leur idée sur le rôle, la mission et même la responsabilité du prof de demain. Oui, la mission, les missions. D'après notre sondage exclusif aux yeux des Français, elles sont nombreuses, ces missions, parce que quand on leur a demandé ce que devaient faire les enseignants pour préparer les jeunes à l'entrée dans le monde adulte, eh bien, ils ont eu beaucoup de mal à départager les items de réponse qu'on leur a soumis. On a une hiérarchie qui n'est pas très écrasée, mais il y a quand même une mission qui arrive en première position, citée par 6 Français sur 10, c'est le fait de transmettre des valeurs de respect, d'égalité. Est-ce que c'est pas un peu comme si on demandait aux enseignants de construire les fondations de notre maison commune, de la société? Est-ce que c'est pas un peu lourd comme responsabilité, la transmission des valeurs? Vous savez que c'est très important ce sondage, hein, honnêtement, parce que ça veut dire que quelque chose a évolué dans l'opinion publique. Pour avoir souvent regardé les enquêtes d'opinion sur le sujet de l'éducation et du rapport des Français à l'éducation, j'en ai conscience, moi. Parce que d'habitude, c'est les savoirs fondamentaux qui seraient arrivés en premier. Et là, c'est la transmission des valeurs. Ça veut dire que quand même, depuis quelques années, il y a ce sentiment qui s'est installé de perte de repères, au fond, évidemment nourri par les angoisses liées au terrorisme, aux attentats de 2015, tous les questionnements autour à la fois de la laïcité, de l'identité, etc., et qui finalement pousse les parents à espérer que l'école fasse aussi le travail de cohésion. Et là, j'ai envie de dire oui. Alors moi, j'ai été en plus une ministre qui portait beaucoup ces sujets-là. Je me souviens notamment qu'au lendemain des attentats de janvier 2015, j'avais organisé toute une mobilisation de l'école sur la question de la transmission, notamment de la laïcité et des valeurs de la République. Donc oui. Mais à nouveau, ne faisons pas reposer sur les épaules des simples enseignants, des seuls enseignants, les questions de cohésion de notre nation. C'est pas possible. Il faut que d'autres viennent aider dans cette démarche. Et les autres en question, on a parlé de villes, de ghettoisation, etc. C'est déjà les politiques publiques en matière de logement qui doivent faire se mélanger davantage la population. Sinon, les gamins, ils n'y croient pas à vos libertés, égalité, fraternité. Deuxièmement, on parle beaucoup de la nature du débat public pendant cette campagne présidentielle. Pardon, mais si à longueur de temps à la télévision, on n'assiste qu'à un concours de propos extrémistes, non, en fait, les gamins, ils n'y croient pas au fait qu'il faut se considérer tous comme égaux et se respecter, etc., etc. Donc, en fait, c'est à chacun d'entre nous, responsables politiques, médiatiques, observateurs, qui a une voix au chapitre, de se dire en permanence, au fait, je suis écoutée par des gamins, là. Moi, personnellement, je me le dis. C'est ce qui rend parfois ma parole peut-être un peu, on va dire, empoulée, mais c'est parce que je me dis, je suis écoutée par des gamins. Donc non, je ne vais pas me laisser aller à la moindre passion qui me traverse. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une responsabilité qui ne doit pas peser que sur les enseignants. Néanmoins, les Français attendent des enseignants qui jouent ce rôle de transmission. Et il y a un élément qui est paradoxal dans notre enquête. On les a fait réagir à une des propositions qui a été émise dans le cadre de cette campagne, la revalorisation des salaires des enseignants. Et ils sont 55% à penser que cette revalorisation salariale des enseignants ne sera pas efficace
pour améliorer la qualité de l'enseignement en France à long terme. Ça vous surprend? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la solution ou c'est seulement un petit bout de la solution? À nouveau, je le trouve vraiment très intéressant, ce sondage, si je peux me permettre. En fait, pour moi, ce que ça dit, cette réponse, c'est que malheureusement, le prof bashing a porté ses fruits. C'est ça que ça dit. Parce que j'ai quand même constaté depuis quelques années, de façon répétée et de plus en plus forte, un prof bashing. Vous l'avez forcément vu. Il y a eu une petite éclaircie au moment du Covid, où comme on s'est retrouvés avec les enfants à la maison et qu'on s'est dit « Oh mon Dieu, que c'est difficile d'apprendre à des enfants, mais qu'ils soient bénis les profs ». Bon, à part cette petite éclaircie, la réalité, c'est que le reste du temps, dès qu'on en a l'occasion, on leur tombe dessus sur le mode soit ils sont trop laxistes, soit ils font trop la grève, etc., etc. Enfin, quand je dis on, je me compte pas dedans parce que moi, j'ai jamais fait. Mais je constate qu'y compris leur ministre actuel, malheureusement, participe à ce discours-là et que quand vous allumez, encore une fois, les télés ou les ondes, vous l'entendez souvent. Eh bien, ça a un impact direct sur l'opinion publique qui, à la fin, se dit non, mais c'est bon, c'est pas ceux qui le méritent le plus, qui en ont le plus besoin, alors que la vérité, c'est que si, ils en ont absolument besoin. De toute façon, je vais vous dire, l'école a besoin de moyens supplémentaires. Elle a besoin de moyens humains et elle a besoin de revalorisation des salaires des enseignants, ne serait-ce que pour que la place de l'enseignant dans la société soit aussi revue à la hausse. Parce que honnêtement, aujourd'hui, vous avez des enseignants, j'en discutais avec l'un d'entre eux récemment, c'est pour ça que je me permets, c'est sa phrase à lui et pas moi, qui me disait mes élèves, là, au collège, ils me demandent combien je gagne par mois. Bon, moi, comme je suis honnête en tout, j'ai fini par leur donner le montant de mon salaire et ils m'ont ri au nez, quoi. Ah non, mais monsieur, non, mais... Enfin, voilà, sous-entendu, ça peut même expliquer une forme de déconsidération ou d'absence de respect de la part des élèves. Donc, c'est un sujet qui est vraiment un sujet majeur. Najat Vallaud-Belkacem, comme vous aimez bien les archives, surtout en noir et blanc, on a décidé de vous faire plaisir. Une autre archive, on demande à chacun de nos invités, assis à votre place, de nous citer une personnalité inspirante dans leur jeunesse. Vous avez choisi une chercheuse franco-polonaise couronnée de 2 prix Nobel. Ses travaux sur la radioactivité ont révolutionné les sciences. C'est l'archive inspiration de Najat Vallaud-Belkacem, Marie Curie, bien sûr. En 1911, le prix Nobel de chimie récompensera son labeur acharné. Il lui faudra partager son temps entre ce labeur et les servitudes de la gloire. En 1917, elle est sur le front, au volant d'une voiture de radiologie. En 1921, elle est aux États-Unis. En 1925, elle est à Genève, aux côtés d'Einstein. En 1934, c'est la fin. Elle entre en clinique le 6 juin. Le 4 juillet, elle succombe, probablement à une accumulation de rayons. Najat Vallaud-Belkacem, petite réaction? Je trouve ça très émouvant, évidemment. De toute façon, moi, ce personnage m'a toujours fascinée parce que c'est pas simplement les 2 prix Nobel. C'est, en fait, si je devais formuler la chose qui me frappe en elle, c'est mais comment une femme, déjà, venant d'ailleurs, donc de Pologne, épouse d'un maître, en l'occurrence Pierre Curie, qui lui-même sera nobelisé, arrive à se faire une place quand même dans un domaine comme la science. Alors, elle a été la première enseignante à la Sorbonne. Et donc, effectivement, alors c'est une transition toute trouvée pour parler de l'université. Récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait une réforme systémique des universités. Il veut qu'elles soient plus professionnalisantes, ce sont ses termes. Il juge intenable un système avec des droits d'inscription très bas, mais avec un taux d'échec massif. Comment, selon vous, adapter l'enseignement supérieur au monde de demain? Je vais commencer par une chose très simple, c'est qu'on vit dans des sociétés du savoir. Je veux dire, on ne peut pas imaginer, à mon sens, une seconde, que ce soit dans l'intérêt de la France ou de n'importe quel pays, d'avoir moins de diplômés de l'enseignement supérieur. Franchement, il faut être complètement à l'ouest, à mon avis, pour le penser une seconde. On a besoin de plus de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc déjà, je m'étonne d'une chose, c'est que l'objectif, l'ambition d'augmenter la proportion de la population ou d'une classe d'âge qui est diplômée de l'enseignement supérieur est disparu des radars.
C'était une ambition que nous portions, puisque nous disions à l'époque 60% d'une classe d'âge doit être diplômée de l'enseignement supérieur, 60% au moins. Mais cet objectif a complètement disparu depuis 2017, on n'en parle plus. Et au contraire, c'est plutôt une politique malthusienne qui est menée, puisque avec la réforme Parcoursup en particulier, l'idée c'est de dire tout le monde ne peut pas aller à l'université, ça n'a pas de sens, etc. Et donc on va boucher l'entrée devant l'université. Et ça, c'est une catastrophe. En plus, quand vous regardez à l'échelle mondiale, mais je veux dire, tous les pays sont dans la démarche inverse, qui consiste à avoir plus de diplômés. Pourquoi plus de diplômés? Pas simplement pour le destin individuel de ces gens. Enfin, je veux dire, c'est évident, pensez à l'échelle toujours de votre enfant. À votre avis, c'est mieux qu'il soit diplômé ou c'est mieux qu'il ne le soit pas? Moi, je pense, je raisonne basique. Donc, pas simplement pour le destin individuel des enfants concernés, mais aussi pour le destin collectif de la nation. C'est-à-dire que les défis qui nous attendent aujourd'hui, les gros défis, on parle beaucoup du changement climatique, mais on pourrait parler aussi du numérique, on pourrait parler de la financiarisation de l'économie, on pourrait parler de tout, de la dimension mondiale, en effet mondialisée de tant de nos activités. Ce type de défi-là, vous ne les relevez qu'avec des gens qui ont été formés, qui ont pu faire valoir des compétences, etc. Et c'est un sous-investissement que de ne pas leur laisser la possibilité d'être diplômés de l'enseignement supérieur. Oui, mais dans le même temps, vous disiez vous-même, il n'y a pas que le diplôme qui est synonyme de réussite, et aussi on a un système français d'excellence qui repose encore, malgré tout, sur une poignée de grandes écoles, un système qui est critiqué pour être encore bien trop élitiste. Est-ce que ce système, il est voué à mourir? Comment fait-on pour que ce soit professionnalisant, comme disait Christian? Demain, comment on peut inventer ce nouveau chemin vers la réussite qui soit évidemment plus égalitaire, plus juste? Je sais que cette opinion-là existe, mais je ne fais pas partie des gens qui souhaiteraient voir disparaître les grandes écoles, par exemple. Moi, je pense en fait qu'il faut de la diversité. Mais ce dont je suis absolument convaincue, c'est que pour tout jeune qui, une fois le bac en poche, souhaite continuer, on doit évidemment lui permettre de continuer. En fonction de ses appétences, de sa vocation, etc., cette continuation se fera soit en grande école, soit en université, soit en IUT, en BTS. Enfin, je veux dire, il y a aussi l'aspect professionnel, évidemment. Et ce que la puissance publique doit faire, c'est investir ces différents lieux, grandes écoles, universités, BTS, IUT, etc., avec autant d'attention et de valeur accordée et de reconnaissance, donc en termes financiers, en termes de discours, en termes de récits, et pas créer elle-même, par la façon dont elle les gère, des inégalités. Or, aujourd'hui, je veux dire, de façon évidente, l'État dépense beaucoup plus d'argent pour ces grandes écoles, par exemple, qu'il n'en dépense pour son université, qu'il n'en dépense pour ses IUT, BTS. Et ça, c'est un problème. Donc, moi, je suis pour qu'on en finisse avec le malthusianisme et qu'on investisse réellement dans l'enseignement supérieur. Alors, on a parlé de l'école, de l'université. Ces jeunes, à un moment donné, ils arrivent sur le marché du travail. Que leur offre l'entreprise? Mais surtout, quelles sont leurs attentes à eux? Je pense, par exemple, vous en avez sûrement entendu parler au manifeste pour un réveil écologique. Il a été signé par plus de 33 000 étudiants. Beaucoup font partie de très grandes écoles, d'ailleurs, pour prendre leur avenir en main, disent-ils, et réveiller les consciences. En gros, pour résumer, ils refusent de travailler pour des entreprises qui ne répondent pas à leurs valeurs. Maintenant, c'est plus l'entreprise qui choisit les jeunes diplômés, c'est l'inverse, c'est les jeunes diplômés qui choisissent leur entreprise. L'entreprise de demain, elle doit être acteur du changement ou elle est condamnée à mourir? Oui, honnêtement, je pense qu'elle n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, mais inutile de tenir un discours catastrophiste, en fait, parce que c'est dans son intérêt complet, quoi. C'est une évidence, notamment pour cette raison d'attraction ou pas des jeunes compétences. Je confirme totalement et empiriquement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en fait, et le Covid-19 a été encore un déclencheur supplémentaire, le nombre de gens qui sont demandeurs de sens à ce qu'ils font dans la vie professionnelle et qui sont demandeurs de sens du côté de leur entreprise, d'éthique du côté de leur entreprise, est
extraordinaire. Et moi, je constate en effet que des gens n'hésitent pas à quitter, y compris des postes de cadre aujourd'hui, plutôt bien payés, etc., pour préférer se mettre à leur compte, pour penser les choses autrement. Je constate aussi que dans des secteurs tout entiers, vous avez des remises en cause. Je pense par exemple au secteur du textile, sur la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça produit, où ça produit, dans quelles conditions, la façon dont ça fast fashion, la façon dont ça surconsomme, la façon dont ça déverse les déchets. Et je trouve que, franchement, c'est un moment, pour le coup, exaltant, ça. Et c'est dans l'intérêt des entreprises, clairement. Et justement, là-dessus, vous parlez en fait quelque part de l'engagement des entreprises. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure du rôle qu'elles avaient à jouer dans la lutte contre l'extrême pauvreté. On a réalisé une étude récemment pour la Fondation Jean Jaurès et la Massif qui dit en quelque sorte, il n'y a pas d'engagement, il n'y a que des preuves d'engagement. Je m'explique, aujourd'hui, les jeunes en particulier nous disent que les mots ne suffisent plus. Ils sont 6% seulement à considérer que quand un dirigeant d'entreprise prend position dans les médias, ce n'est pas une preuve suffisante. Ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise revoie complètement son système de valeurs, son échelle de valeurs, et avec notamment tout ce qui concerne les relations avec ses parties prenantes, comme par exemple le refus de travailler avec des fournisseurs qui ne respectent pas certains engagements. Donc on voit bien qu'il faut dépasser le stade du social washing ou du greenwashing, mais comment est-ce qu'on peut faire pour engager les entreprises dans cette voie? Est-ce que ça doit passer par de la contrainte ? Alors moi, je pense que c'est deux choses en réalité. C'est des consommateurs qui sont plus exigeants. Enfin, on a parlé aussi évidemment des employés. Et c'est vrai que le rôle des employés est important. Des employés, donc des consommateurs qui sont plus exigeants. Mais à la fin des fins, si vous voulez que ça change, c'est quand même des pouvoirs publics qui agissent. Et les pouvoirs publics qui agissent, c'est des pouvoirs publics, par exemple, qui vont faire du bonus-malus, qui vont taxer différemment les choses qui ont été produites de façon vertueuse et les choses qui ont été de façon non vertueuse. Mais encore une fois, ce que j'aimerais, ce que je demande souvent, parce que j'ai souvent l'occasion d'en discuter avec un certain nombre d'entreprises, pour le coup, c'est qu'elles n'attendent pas cette sanction venant des pouvoirs publics et ce bonus-malus et ces mécanismes de taxation. Encore une fois, c'est leur intérêt vital que de changer. Si je peux me permettre, j'en ai fait une expérience extrêmement intéressante, parce que je suis assez engagée à côté de mes activités, dans la question des réfugiés. Je dirige notamment le conseil stratégique d'une fondation qui s'appelle la Fondation Tent, qui est une fondation internationale qui œuvre pour que les grandes entreprises multinationales accueillent en leur sein des réfugiés pour y travailler, parce que la meilleure façon finalement que les réfugiés soient acceptés dans leur société d'accueil, c'est qu'ils subviennent à leurs besoins par eux-mêmes, donc qu'ils travaillent. Et donc on a pris notre bâton de pèlerin à quelques-uns depuis 3 ans maintenant pour aller convaincre, et maintenant on a plus d'une centaine de grandes entreprises mondiales qui ont accepté, et c'est le cas par exemple en France pour des entreprises comme L'Oréal, comme Sodexo, comme Engie ou comme Ipsos, de faire ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'au début, ces entreprises, elles craignaient que leurs employés en interne puissent mal vivre le fait qu'on fasse de la place à des réfugiés, qu'on réserve des jobs à des réfugiés. Et en fait, on a vu au contraire, mais une espèce d'émulation, de quelque chose d'extrêmement positif, parce que les employés se sont dit, mais en fait, mon entreprise a un sens encore supplémentaire à ce que je pouvais y trouver. Je contribue à un défi qui est quand même un défi majeur de notre temps, parce que j'aide à accueillir ce nouvel employé, réfugié, etc. Et en fait, ça les a rendus juste fiers, heureux de travailler dans l'entreprise. Donc voilà, sur des sujets même très délicat, soi-disant, en termes de débat passionné, eh bien, vous avez du positif qui en ressort auprès de vos employés. Eh bien, puisqu'on parle de citoyenneté, quelle place aurons-nous demain? Quels citoyens serons-nous demain? C'est #maplace. Bonjour Madame Vallaud-Belkacem, ici Tristan Champion, auteur du livre La barbe et le biberon, amoureux du modèle scandinave ayant vécu plusieurs années en Norvège. Je me suis aperçu qu'ici, les hommes étaient beaucoup plus inclus dans les politiques égalitaires. Les congés parentaux étaient beaucoup plus longs pour les hommes. Il y avait des quotas d'hommes dans les métiers de la petite enfance pour avoir plus de visibilité masculine dans des métiers où on est sous-représenté. Comment peut-on, en France, évoluer dans cette direction ? En fait, c'est marrant parce que ce sujet est un peu lié au précédent. Je vais vous expliquer en quoi. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont pour responsabilité et elles gagneraient à faire en sorte de mettre fin au tiraillement permanent des individus entre finalement leur vie personnelle, leur desiderata de citoyens
et leur situation d'employé dans une entreprise, de consommateur d'une marque, etc. Souvent, vous voyez, les individus, sur un plan citoyen, ils sont assez favorables à ce qu'on lutte contre le changement climatique, à ce qu'il y ait de la cohésion sociale, etc., à la solidarité. Mais ensuite, en tant que consommateurs ou en tant que consommateurs, vont se retrouver à vouloir payer moins cher et donc, du coup, contribuer à des inégalités sociales ou à des désordres climatiques. Il faudrait que les entreprises et les pouvoirs publics les sortent de ces tiraillements-là en faisant en sorte, du côté des pouvoirs publics, on l'a dit, de sanctionner positivement les entreprises qui produisent des belles marques, des beaux produits et produits de façon vertueuse. Et du côté des entreprises, évidemment, là aussi, d'offrir aux consommateurs des choses de meilleure qualité et d'offrir à leurs employés une capacité justement à avoir, par exemple, une vie personnelle en plus de leur vie professionnelle. Et là, on en vient à la question du monsieur. En réalité, il faut que ça change dans les organisations du travail, dans le sens où il faut que ce soit rendu possible aux hommes, d'ailleurs, comme aux femmes, la possibilité d'avoir à la fois une vie professionnelle épanouie, de l'ambition, un parcours, une carrière exigeante, et en même temps de s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui encore, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui encore, malgré la loi que j'avais fait adopter pour partager le congé parental entre les hommes et les femmes, lorsqu'un homme demande à prendre le congé parental dans son entreprise, il n'est toujours pas vu d'un bon œil. Alors, on parle homme-femme. Encore une fois, je vais vous projeter dans le futur. Est-ce que cette question aura encore lieu ? Autrement dit, à l'heure du gender fluide ou du no-gender, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question carrément autrement, en fait ? Dépasser ce clivage homme-femme ? Alors c'est très intéressant que vous posiez cette question parce que figurez-vous que j'enseigne à Sciences Po Paris où j'ai créé un programme de formation sur les questions d'égalité femmes-hommes et politique publique et en fait c'est souvent une question qui revient dans la bouche de mes élèves donc je la pensais réservée à la plus jeune génération en me disant et on se projette dans le futur donc évidemment je suis dépassée et c'est très intéressant mais en fait oui quand je les écoute cette jeune génération donc d'élèves que j'ai face à moi ils me disent mais est-ce que votre raisonnement sur l'égalité femmes-hommes, ok, c'est sûr, c'est nécessaire, etc. Mais est-ce que c'est pas dépassé ? Faut pas arrêter de ranger les uns et les autres dans des petites cases. Bon. Et donc là, ça pose cette question-là de finalement de l'indifférence qu'on peut avoir petit à petit au genre. Ce serait même plus une question. Où ça finirait par ne plus être une question. D'ailleurs, au Brit Awards, récemment, ils ont décidé de ne plus avoir catégorie homme-femme pour récompenser les chanteurs, les chanteuses. Alors, et donc, sauf que, et c'est ce que je leur réponds généralement, moi je pense qu'on n'en est pas encore là, dans le sens où c'est un peu comme si vous me demandiez, soyons indifférents à la catégorie sociale des individus pour porter un regard sur ce qu'ils sont en train de faire, leur parcours de vie, ce qu'ils obtiennent ou obtiennent pas, leur mérite scolaire, etc. Non, je suis désolée, on est encore dans une société d'inégalité. Donc, si on arrête de regarder cette chose-là, on passe à côté de l'explication la plus évidente et donc des réponses les plus évidentes. Donc, s'agissant du genre, pour moi, comme on n'est pas encore dans une société d'égalité, on ne peut pas être indifférent au genre des personnes. Alors, justement, très précisément sur cette question de la parité et de l'égalité dans les entreprises et les administrations, les Français se montrent modérément confiants quant à l'évolution de la situation d'ici 10 ans. Concernant les différences salaires hommes-femmes, certes, une majorité estime que la situation se sera améliorée, mais qu'il restera encore des progrès à accomplir. Mais seuls 16% des personnes interrogées pensent que les inégalités auront pratiquement toutes disparu d'ici 10 ans. Donc c'est quand même assez sombre. Même constat exactement s'agissant de l'accès des femmes à des postes à responsabilité dans les entreprises, les administrations. Donc vous dites on n'y est pas encore, mais est-ce que vous pensez qu'on y sera un jour ? Alors moi je suis plus optimiste que cela. Si vous m'aviez interrogée, vous voyez, j'aurais pas répondu comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de vivre une période d'intense transformation en vérité, dont on n'a pas toujours conscience, mais le fait peut-être pour moi d'être au contact assez régulier avec cette jeune génération dont je parlais à l'instant, notamment en la personne de mes étudiants, mais pas que,
vraiment, je me rends compte qu'elle est d'une radicalité qu'on n'a pas connue, en fait, dans notre génération à nous. On n'était pas aussi radicaux sur les questions, évidemment, d'environnement et de changement climatique. C'est une évidence, parce qu'on n'avait pas toutes ces informations-là, je pense. Mais on ne l'était pas non plus sur les questions d'égalité femmes-hommes. On ne l'était même pas sur les questions d'inégalité sociale. Et en fait, moi, ce que je constate dans cette jeune génération, c'est juste un refus total de tout ça. Et un jusqu'au boutisme. Donc je pense que quand même, ce sont des gens qui vont arriver aux responsabilités. Alors vous allez me dire, oui, le système du patriarcat, en même temps, il est quand même très pesant et il a vocation à durer encore longtemps. Mais je trouve que, mine de rien, le phénomène MeToo et d'autres affaires ont quand même provoqué cette accélération. Justement, à ce jour, la France n'a pas encore eu de présidente de la République. Quant au Premier ministre... Oui, mais on n'a jamais eu autant de candidates. Oui, mais on verra si une des candidates pourra devenir présidente. En tout cas, on a eu une seule Premier ministre ou Première ministre, Édith Cresson. Elle a été à la tête de l'exécutif pendant 10 mois et 18 jours, soit, j'ai fait le petit calcul, 0,01% de toute la durée de la Ve République. Une femme à l'Élysée, ça changerait quoi? Ça dépend quelle femme, déjà. Enfin, moi, je n'essentialise jamais. Vous voyez, je suis pour l'égalité femmes-hommes, mais je n'essentialise pas dans le sens où je ne dis pas les femmes ont toutes les qualités, les hommes tous les défauts. Mais en termes d'exemplarité. Et de pratique de pouvoir. Et de pratique du pouvoir. Non, ça changerait rien. De pratique du pouvoir, sans doute que ce serait différent. En tout cas, j'allais dire, dans l'essentiel des cas que j'ai vus empiriquement, ce que j'ai constaté, c'est que les femmes, par rapport à la politique, même s'il y a eu la parité, etc., sont toujours des outsiders, là où les hommes sont des insiders. Et que du coup, ça leur donne un rapport à la politique et une pratique politique qui est différente. Pour l'essentiel d'entre elles, il y a sans doute des exceptions. Cette pratique différente, c'est quoi? C'est que, étant des outsiders, ne considérant pas comme évident, comme acquis, le fait d'accéder aux responsabilités, puisque, en fait, très longtemps, on n'en a pas eu, eh bien, elles ont un rapport au pouvoir qui n'est pas le rapport de l'omniscience, le rapport de la condescendance, de la verticalité, du jupitérisme, etc., mais bien au contraire, de la coopération, de la remise en question très très régulière de soi-même, de l'humilité, du fait que quand on perd une élection, naturellement on en tire les conséquences et on s'en va, on se casse, j'allais dire, et on se maintient pas, vous voyez, à toute force. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que je trouve qu'il y a une pratique politique des femmes qui est quand même différente de celle des hommes dans beaucoup de cas. Bon, après, est-ce que celles qui sont aujourd'hui candidates à la présidentielle correspondent encore à ce portrait? Je ne sais pas, mais c'est possible qu'il y ait plus de démocratie participative, par exemple. Adélaïde, au moment où l'on doit faire un choix, et pas des moindres, c'est-à-dire qui va engager la France pour 5 ans et même pour plus, tu signes avec la sociologue Anne Muxel un livre qui est très politique puisqu'il parle d'engagement. Il s'appelle « Les Français sur le fil de l'engagement ». Alors sur le fil, pourquoi? Parce que comme d'habitude avec les Français, c'est toujours un peu compliqué, un peu ambigu. Oui, c'est effectivement cette dualité du rapport à l'engagement qui est au centre de l'ouvrage, à la fois dans le niveau d'engagement et dans les formes de l'engagement, mais c'est pas là-dessus que j'aimerais m'étendre. En fait, j'aimerais vous interpeller sur quelque chose, parce que ce qui m'a frappé en travaillant sur la préparation de cet ouvrage, c'est la déconnexion, pour ne pas dire le fossé béant qui existe dans l'esprit des Français entre l'engagement et la politique au sens, on va dire, institutionnel, traditionnel du terme. Un exemple, lorsqu'on leur pose la question en spontané, ce qu'on appelle une question ouverte, vous connaissez un peu les sondages, en leur disant, quand je vous dis engagement, à quoi vous pensez? Vous avez 3% seulement des Français qui pensent politique. Donc ma question, pour vous, elle est la suivante. Voilà, on voit bien que d'un côté, il y a une énergie bouillonnante dans la société civile, mais comment est-ce qu'on réconcilie cette envie d'engagement avec l'engagement politique, avec la politique? Alors, c'est très intéressant parce que figurez-vous que il se trouve que je fais partie d'un certain nombre de dynamiques qui sont en cours, qui consistent à créer des académies de toutes pièces pour former des gens qui ne sont pas de l'univers politique au code de la politique afin de leur permettre de se présenter à des élections. Vous en avez peut-être entendu parler, l'Académie des futurs leaders, le Collège citoyen, Open Politics. Enfin bon, il y a plein de choses qui émergent comme ça, notre pays en foisonne, qui disent en fait
quelque chose d'intéressant, c'est que il y a des citoyens qui finalement se disent oh là là, puisqu'ils m'ont tous déçu, je vais y aller moi-même. Voilà. Et donc je me retrouve souvent dans des jurys de sélection pour prendre les gens qui vont être formés dans ces académies-là et puis aussi à contribuer aux formations en question. Et une chose m'a frappée en discutant avec beaucoup de ces gens, ils sont généralement soit issus des ONG, soit boulangers, soit ils vraiment pas de rapport direct avec le milieu politique. C'est que la plupart d'entre eux me disent alors moi, mon souhait, c'est de me présenter aux prochaines législatives, par exemple, mais en ne passant par aucun parti, en indépendant, etc. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais vous avez conscience que vous vous mettez quand même beaucoup de bâtons dans les roues quand même, parce que c'est quand même très compliqué, déjà dans l'absolu, la politique, mais si en plus vous rejetez complètement toutes les règles installées, et notamment le fait de passer par un parti politique, finalement vous vous isolez encore plus et vous vous affaiblissez encore plus. Donc il vaut mieux quand même jouer avec les règles du jeu. Et je pense que en fait le sujet qu'on a en ce moment, c'est que toutes ces règles du jeu sont affreusement déconsidérées aux yeux de beaucoup. Et moi, je redis ici que les règles du jeu, c'est ce qu'on en fait. Si, par exemple, vous investissez un parti parce que vous avez fini par constater que c'est celui qui se rapproche le plus de vos idéaux et de vos valeurs, et que vous y venez à plusieurs, vous vous emmenez avec vous 10, 15, 20 personnes, vous pouvez influencer la ligne, la façon d'être de ce parti et cesser simplement de vous désoler en vous disant tous les partis sont nuls. Donc, je pense qu'en fait, il manque peut-être cette pédagogie qui consisterait à redire aux gens que la politique, c'est ce qu'ils en font. Juste, micro-question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Vous êtes toujours encarté au Parti Socialiste ? Moi, je suis toujours encarté. Ouais. Parce que vous savez que le Parti Socialiste peut être mortel. Comment faire pour ne pas subir le même sort que la SFIO en 1969 ? Très rapidement, si vous le pouvez. Précisément, le lien avec mon précédent propos, c'est par un renouvellement considérable des forces vives du Parti Socialiste, en l'occurrence. Certains voudraient que, carrément, on en change le nom, un peu comme si c'était une marque, vous voyez, comme si on était dans le secteur privé. Je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même une belle histoire, que c'est quand même assez rassurant de se dire que par le passé, on a emporté des combats, eu des conquêtes, gagné de nouveaux droits grâce à ce parti-là. Donc il faut la conserver, cette histoire et ce récit, mais c'est les forces vives qui doivent être notamment rajeunies. Alors, depuis le début de cette émission, on parle français, jusqu'à preuve du contraire. Et est-ce qu'en 2050, on parlera encore français ? Il y a quelques esprits chagrins qui voudraient nous dire que la langue française est menacée, mais les chiffres nous disent le contraire. Regardez, le français est avec l'anglais la seule langue parlée sur les 5 continents, langue officielle dans 32 pays, 5e langue mondiale par le nombre de locuteurs, avant l'arabe, après l'anglais, le mandarin, le hindi et l'espagnol. À l'avenir, toujours selon l'Organisation internationale de la francophonie, le nombre de francophones devrait tripler d'ici 30 ans et notre idiome deviendrait ainsi la 3e, voire la 2e langue internationale. L'Afrique, elle, on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui, comptera plus de 90% de jeunes francophones de 15-29 ans. Vous qui, justement, vous occupez de cette collaboration à travers le monde, Najat Vallaud-Belkacem, le français, cette langue archipel, c'est une vraie opportunité pour l'avenir ? C'est un soft power pour la France ? Bien sûr. Mon Dieu, mais bien sûr. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'on soit malin. Et on ne l'est pas toujours. C'est-à-dire ? Je vous en donne un exemple. Tout à l'heure, je disais que j'étais très investie dans la question des réfugiés. Un jour, je me retrouve dans un camp de réfugiés au Kenya, le camp de Kakuma, qui est le plus grand camp du monde, je crois, de réfugiés. Et là, je discute avec des populations qui ont fui chacune tous les pays limitrophes du Kenya, qui sont tous plus ou moins plongés dans des crises. La plupart de ces populations sont anglophones, venant de pays anglophones, mais il y a des francophones. Et je constate dans le camp que vous avez des universités de pays anglo-saxons, etc., qui ont quand même essayé d'apporter un peu d'éducation, un peu de culture dans ce camp pour permettre à ces réfugiés quand même de s'éduquer et tout ça. Et que s'agissant de ceux qui parlent le français, ils n'ont accès à aucun document, à aucun matériau,
aucun effort qui vienne finalement de pays francophones, à commencer par la France ou d'universités francophones. Et ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, mais en fait, finalement, ces populations réfugiées pour qui c'est déjà difficile se retrouvent plongées dans un camp dans lequel on parle tout le temps en anglais, et même pour s'éduquer et se cultiver, en fait, les aides fournies par l'extérieur ne sont qu'en anglais. Mais c'est là qu'il faut faire jouer la francophonie. Donc je pense qu'on pourrait faire mieux, franchement. Alors, comme nous sommes très futuristes dans cette émission, je voulais finir par une question en français de l'an 2050. Je me lance. Najat, penses-tu, oui, le vouvoiement aura disparu, hein, penses-tu être un jour head of state de la France? Car il faut que je te dise, le subjonctif, ce sera de l'histoire ancienne. Ici, Yel, ça remplacera le on, hein, trop masculin. Yel pense que le futur t'appartient. Alors, plus sérieusement, et en français de l'an 2022, est-ce que vous êtes inquiète ou optimiste quant à l'avenir? On l'a refait en ancien français maintenant. Voilà, exactement. Concernant l'avenir de notre belle langue. En fait, non, mais moi, je trouve ça absolument fascinant de voir à quel point les évolutions de la langue française font l'objet de débats enflammés en France, etc., à la fin de la civilisation et tout ça et tout ça. Faut arrêter, il faut être un peu plus zen par rapport à ça. Vous voyez, moi je pense qu'une langue c'est fait pour s'enrichir. Justement, c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. C'est la différence avec d'autres. Donc, comme c'est une langue vivante, ce qui est absolument magique, c'est qu'elle reçoive des choses d'autres pays, d'autres cultures. Et ce qui est absolument magique, c'est aussi qu'elle puisse suivre l'évolution des mœurs. Donc, je sais pas ce qu'il faut penser du Yel. Honnêtement, j'ai pas d'avis extrêmement tranché sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est que c'est plutôt une bonne chose que quelque part des gens se demandent comment est-ce que la langue peut rendre plus justice aux deux composantes de l'humanité que sont les femmes et les hommes, peut-être à un moment donné en neutralisant, comme on le disait tout à l'heure, la dimension de genre. Je pense que c'est une réflexion qui est intéressante et que d'autres observateurs se lancent là-dessus à bras raccourcis en disant mais c'est la fin du monde, ça me fait généralement plutôt rire. Ici à Futur, vous l'avez vu, on a hashtag ma France, hashtag mon avenir et hashtag ma place. À vous de jouer, Najat Vallaud-Belkacem. Hashtag ma France rêvée. Alors ma France rêvée. En fait, moi, je l'aime bien, cette France, je l'aime bien, ce pays, donc je ne lui changerai pas énormément de choses. Je le garderai, mais en mélangeant sa population. Vraiment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que, justement, on est un pays qui est fait d'une multitude, d'une diversité. Vous savez, je ne sais plus qui disait, la France, c'est plusieurs France cousues entre elles. Il y a un peu de ça encore aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, il faudrait juste que ça se mélange un peu plus. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci à tous. C'était Le Futur de Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous.